sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est un épisode un peu particulier puisque nous sommes en partenariat avec le Green Letter Club. Le Green Letter Club, c'est un podcast présenté par Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Julien. Pour cet épisode, nous allons suivre le format du Green Letter Club. Ce sera donc un épisode audio, mais aussi filmé. Je vous laisse retrouver la vidéo sur le compte YouTube du Green Letter Club. C'est un épisode qui durera un peu plus longtemps. Je vous laisse le découvrir. Nous accueillons le chef d'état-major de la Marine. Bonjour Amiral. Bonjour. Un grand merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes aujourd'hui chef d'état-major de la Marine, après une carrière opérationnelle qui vous a conduit essentiellement en mer Rouge, en océan Indien et en mer Méditerranée. Vous avez commandé 3 bâtiments à la mer et à terre, vous avez occupé des fonctions au sein de l'état-major des armées. Vous avez été notamment responsable des opérations de toutes les armées avant de devenir chef d'état-major de la Marine, c'est-à-dire patron de la Marine. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien la Marine, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots en quoi consiste votre action ? Alors, la Marine, d'abord, c'est une entreprise d'environ 41 000 personnes qui agit à la fois en mer avec des bateaux, à terre avec des commandos, en l'air avec des avions de surveillance maritime notamment, et puis sous la mer avec des sous-marins. Et on agit de manière complètement mondiale, puisqu'on agit évidemment au large de nos côtes en métropole, mais également dans nos outre-mer. Et donc on est présent dans tous les océans du monde, 24 heures sur 24, avec grosso modo un peu plus d'une centaine de bateaux. On a 80 bateaux de combat et un peu plus d'une trentaine de bateaux de soutien derrière logistique. Donc la marine, c'est ça, et c'est un flux de recrutement assez important, puisque je recrute en moyenne 3800 marins par an. Donc avec une gestion très très dynamique de la ressource humaine. Et une marine, c'est aussi la caractéristique, c'est qu'on est très jeune. On a une moyenne de 29 ans dans la marine, donc beaucoup de jeunes dans mon environnement. Et vous associez souvent la marine à une sentinelle du climat. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que vous considérez que la marine a un rôle de sentinelle du climat ? Alors d'abord parce que le marin, par nature, il est complètement dans son environnement, dans l'environnement maritime. Alors comme vous l'avez dit, j'ai commandé 3 bâtiments à la mer. Mon premier bâtiment, c'était un bâtiment école, c'était le Lion. Le bâtiment école, c'est une coque de chalutier, pour être très clair, sur lequel on met une dizaine de jeunes élèves, officiers ou officiers mariniers, pour apprendre à naviguer. Et j'ai passé le rat Blanchard, bien connu de tous les marins en France, et notamment dans le Nord. Le rat Blanchard vent contre courant. Je peux vous dire que là, vous savez ce que ça veut dire que environnement à ce moment-là, parce que vous prenez des vagues assez importantes et un environnement maritime très compliqué. On est structurellement, intimement, complètement relié à l'environnement. Ça va plus loin que ça. Quand on dit qu'on est sentinelle, effectivement, c'est à chaque quart, c'est-à-dire toutes les 4 heures, la vie est découpée en quarts de 4 heures, toutes les 4 heures, on prend la météo à bord d'un bateau et on donne ces éléments météo, évidemment à nos centres à terre, mais aussi à Météo France. En fait, on est des capteurs. Chaque bateau est un capteur. Et donc, on prend la température, les nuages, le vent, la température de l'eau, la salinité de l'eau, etc. Tout ça, c'est des choses, c'est des réflexes de marins, entre guillemets. On est des hommes de mer, comme tous les pêcheurs, comme tous les gens qui naviguent en mer. Donc, on est des capteurs de l'environnement systématiquement. On participe également, et là, c'est relativement nouveau, aux efforts de recherche, parce qu'on va dans des zones où il n'y a pas grand monde. Et donc, on a passé un partenariat avec la Sorbonne Université, notamment. Sorbonne Université, où on a embarqué ce qu'on appelle des volontaires officiers d'active, des VOA, biodiversité. La Sorbonne essaye de faire des recherches sur comment évolue la biodiversité dans l'ensemble des points du globe. Sauf que il faut des capteurs pour ça. Et un des capteurs, c'est la Marine nationale. Donc on a des jeunes de la Sorbonne qui viennent passer 1 an sur le bateau, faire des prélèvements, parce qu'on va dans des endroits qui intéressent directement la recherche sur la biodiversité. Donc voilà, on participe aussi à cette recherche. Et puis après, on a une vraie conscience, parce qu'on vit partout, on vit les cyclones, on vit un certain nombre de choses. Et puis, je disais tout à l'heure que la marine est très jeune. Si je veux attirer des jeunes, il faut qu'ils aient aussi cette perception que dans la marine, la conscience environnementale est quelque chose qui est une réalité. Et c'est une réalité aujourd'hui, et il y a des jeunes qui s'intéressent à ce volet-là.
Alors, dans l'histoire, la météo a joué un rôle décisif dans de nombreuses batailles. On peut penser à Waterloo, à Dunkerque, à l'Invincible Armada. Il y a eu tout un tas de batailles pour lesquelles la météo a joué un rôle décisif. Maîtriser l'environnement, c'est primordial pour obtenir aussi au combat une supériorité opérationnelle. C'est absolument essentiel. Mais comme on vient de fêter le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, c'est un des exemples emblématiques. Le débarquement a été reculé de 24 heures pour éviter une grosse dépression. Ils avaient quand même une mer bien agitée. Mais ça montre à quel point ça a un impact. Et d'ailleurs, dans les reportages, j'ai été très intéressé de voir que, au-delà du volet maritime, le vent qu'il y a eu sur les côtes normandes avait recouvert les mines antipersonnelles qui avaient été déposées par les Allemands et les a rendues plutôt inefficaces à ce moment-là. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait, tout peut basculer par des conditions environnementales. On développe une connaissance de l'environnement extrêmement pointue pour être capable de se positionner au mieux par rapport à l'adversaire auquel on fait face. C'est vrai dans la couche d'air, puisque les températures font que les ondes radar en l'air vont s'orienter différemment en fonction des couches chaudes, des couches froides, etc. En fonction des nuages et de la nébulosité, vous allez avoir des moyens optroniques qui seront plus ou moins performants. Et sous l'eau, vous avez la même problématique entre la température et la salinité. Vous avez des zones de non-détection, parce que vous aurez beaucoup de mal à aller là-dedans à cause de cette température, de cette salinité. Donc on mesure tout ça. On a des modèles exactement comme à Météo France pour savoir où est-ce qu'on est le mieux placé, soit pour détecter, soit pour ne pas être détecté vis-à-vis de l'adversaire. Donc pour gagner la supériorité opérationnelle vis-à-vis d'un adversaire, il faut maîtriser son environnement, c'est absolument essentiel. Et c'est pas du tout de l'intuition. C'est très scientifique, avec des modèles scientifiques extrêmement compliqués, fondés sur plein de bases de données, et bases de données qu'on alimente au quotidien, justement par les fameux capteurs dont je parle. Chaque jour, partout dans le monde, on sait comment ça se passe, et on a des météorologues à bord, c'est-à-dire des gens qui sont formés, d'ailleurs à Toulouse, par Météo France, et qui sont formés, qui viennent à bord de nos bateaux pour faire des prévisions météorologiques et puis océanographiques, pour nous aider dans le choix de la manœuvre que l'on veut développer. Typiquement, quand j'ai commandé mes bateaux, tous les soirs, vous avez un briefing, et le météo vous dit, demain, commandant, vous avez prévu toute cette liste d'actions à faire, mais là, en raison de la météo, il vaut mieux se positionner à tel endroit ou à tel endroit pour être sûr de pouvoir les mener. Voilà. Donc il y a vraiment cette conscience, donc il faut connaître ça, et si on ne maîtrise pas ça, on ne sera pas très bon. Voilà. Et est-ce qu'il y a des phénomènes climatiques que vous observez avec une acuité particulière? Alors, les fameuses tornades que l'on voit de temps en temps sur nos terres, en France ou aux États-Unis, on voit des tornades qui se forment. Quand vous traversez l'Atlantique, c'est des phénomènes qui sont extrêmement courants en fait. Dès que vous êtes dans la zone de convergence intertropicale et que vous faites la traversée entre l'Europe et le continent américain, en fait il y a plein de petites tornades comme ça qui se déclenchent, et c'est toujours très impressionnant. Alors, vous êtes au milieu de nulle part et puis vous avez cette espèce de tourbillon qui commence à se créer, qui peuvent devenir plus tard des ouragans gigantesques sur les Antilles, qui souvent en fait disparaissent comme ils sont nés. Mais c'est des phénomènes assez étonnants et très intéressants derrière. On observe évidemment dans les phénomènes climatiques la fonte dans le Grand Nord. On parlera peut-être de l'Arctique tout à l'heure, mais ça c'est des choses que l'on observe réellement. La montée des températures, on ne peut pas dire qu'on l'observe si facilement que ça, parce que c'est de l'ordre du degré, donc c'est pas quelque chose que l'on observe très, très, très facilement. Après, tout ce qui est désastre climatique, oui, ça c'est des choses que l'on voit réellement. Oui. Peut-être pour rebondir sur l'Arctique, puisque c'est une zone qui allie à la fois l'aspect laboratoire du changement climatique, ou en tout cas c'est un creuset qu'on peut observer pour mieux comprendre l'accélération du changement climatique, mais c'est aussi une zone qui stratégiquement est de plus en plus importante. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous avez pu observer en Arctique, que nous, Français terriens, on a rarement l'occasion d'observer? Et puis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la marine? Comment la marine anticipe ces changements? Est-ce qu'on va être capable de naviguer en Arctique dans quelques années? Alors, il y a plusieurs questions sur l'Arctique, et c'est effectivement pas mal de changements à la fois géopolitiques, géostratégiques dans cette région, et puis évidemment de changements climatiques.
Et c'est bien le changement climatique qui apporte toutes ces grandes questions, puisque l'ouverture du passage du Nord-Est, comme on l'appelle, c'est-à-dire entre la Norvège et le détroit de Bering, euh, est en train d'augmenter en temps, l'ouverture temporelle s'accélère et devient du coup une voie maritime possible. Un certain nombre de compagnies maritimes ont déjà commencé à passer par là, ils gagnent 30%, c'est-à-dire passer de la Chine à l'Europe, c'est 30% de moins en passant par le passage du Nord-Est. Donc il y a une réalité économique. La deuxième réalité économique, c'est que sous la banquise et sous la mer de glace, il y a des ressources. Des ressources qui font l'objet d'une compétition, parce que tant que tout était gelé, l'accès était quand même assez compliqué. Mais on a vu qu'un certain nombre de pays de l'Arctique ont commencé à poser des pavillons tout au fond pour dire ici c'est chez moi. Et donc ça montre bien qu'il y a cette compétition qui existe. Donc il y a à la fois le volet flux maritime qui gagne 30%, et il y a à la fois l'accès aux ressources. Ça crée immanquablement des tensions, ou en tout cas ça constitue des déséquilibres par rapport à ce qui était une situation un peu figée, mais figée dans la glace en fait. Alors, la marine, nous, on s'y intéresse tout particulièrement parce que c'est aussi pour nous une question de s'affranchir des détroits, entre guillemets, pour rallier l'océan Pacifique. Pourquoi pas, c'est plus court. Et puis, pour ça, on a d'abord essayé d'aller voir. C'était en 2018, on a fait passer un bateau par le passage du Nord-Est pour voir quel était l'état, la réalité, comment on pouvait passer, est-ce que ça passe bien, est-ce que ça passe pas bien, etc. Bon, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que ça reste extrêmement dangereux. Vous avez à la fois des growlers, à la fois de la mer de glace, à la fois, vous avez la banquise, vous avez plein de choses qui nécessitent une véritable expertise. Expertise que l'on a dans la marine, que l'on développe. On la développe à la fois en Arctique, mais surtout en Antarctique, et j'y reviendrai. Et puis on voulait voir quelle était la réalité de la ligne maritime qui existe dans le passage du Nord-Est. Une ligne maritime, c'est évidemment un port de départ, un port d'arrivée, mais c'est surtout beaucoup de hubs logistiques qui permettent à la fois de ravitailler, de réparer aux besoins, et puis de poser vos containers. La mondialisation, c'est le container, quelque part. Et donc, il vous faut des hubs. Donc, quand vous partez de Shanghai et que vous allez jusqu'à Marseille ou à Rotterdam, quand vous passez par la voie du canal de Suez, vous avez un nombre de hubs colossaux dans l'ensemble du monde. Si vous passez par le passage du Nord-Est, en fait, il n'y a pas de hub. Vous avez une base militaire russe en Arctique, point. Donc, c'est pas si facile que ça de créer une ligne maritime aussi robuste que celle qui existe dans le Sud. Donc, il y a quelque chose qui existe, c'est en train de s'ouvrir, indubitablement. Dans quelques années, ça sera une voie relativement normale. La vraie friction qui peut arriver, c'est la compétition pour les ressources, et notamment les ressources offshore et sous-marines derrière. Nous, c'est une zone d'importance parce que c'est une zone où il se passe justement un peu de friction, donc il faut être présent et connaître un peu, connaître l'environnement, connaître comment ça évolue. Et pour ça, on a aussi en Antarctique la connaissance, le savoir-faire de navigation dans les glaces avec le bâtiment Astrolabe qui vient ravitailler notre base de Dumont-d'Urville en Antarctique à partir de Hobart en Australie. Et donc c'est un partenariat qu'on a avec les Australiens et où on ravitaille, on fait 5 rotations par an, alors évidemment durant l'été austral, et qui permet de ravitailler nos bases de l'Antarctique. Pour ça, on forme des commandants qui sont capables d'aller briser la glace et ainsi de suite, qui nous permettent d'entretenir un savoir-faire qu'on peut utiliser en Arctique ou en Antarctique. Il y a un sujet qui est très intéressant, si on en croit les chercheurs, les halieutes, les gens qui travaillent sur les ressources marines. La pêche illégale représente plus d'un tiers des captures dans le monde. Quel impact ça a sur les régions qui en dépendent et comment la marine appréhende-t-elle ce phénomène ? Alors, je pense que c'est effectivement un phénomène d'une grande importance. Et on n'en a pas forcément pleinement conscience en Europe parce que on a mis en place en Europe un système de surveillance qui est performant. Si je dois caricaturer, quand vous êtes en Méditerranée, vous savez à peu près le volume de thon rouge qui existe en Méditerranée parce que c'est extrêmement surveillé par des directives européennes et par l'ensemble des nations qui viennent contrôler la pêche au thon rouge en Méditerranée. Prenez la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, c'est pareil. On sait quasiment le nombre de coquilles Saint-Jacques qui est au fond et on sait combien on a le droit d'en prélever, etc. chaque année. Du coup, on a une ressource qui est maîtrisée et qui permet de se renouveler. En océan Indien, dans le golfe de Guinée, c'est pas du tout le cas. D'abord, on a une connaissance un peu insuffisante de l'état réel et de l'évolution
du stock halieutique de l'ensemble de ces régions-là. Ce que l'on sait, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a surpêche et qu'il y a probablement surpêche de manière critique. Et ça, on l'observe. La conséquence directe de cette surpêche, c'est que, par exemple, chez nos partenaires africains, dans le golfe de Guinée, la pêche dite artisanale, qui constitue 70% de leurs ressources en réalité, autrefois, il y a quelques années, il y a 10 ans, ils pêchaient à 5 nautiques des côtes. Aujourd'hui, ils sont obligés de s'éloigner de plus en plus loin pour obtenir la même pêche. Ce qui montre bien que la pêche illégale massive qui existe dans ces zones-là a fait diminuer le stock halieutique, j'allais dire, très proche des côtes. Ça, c'est le constat. On a du mal à avoir des grandes études scientifiques dans ces zones-là, même si la FAO a fait quelques petites études, on a du mal à caractériser au même niveau que ce qu'on fait en Europe, entre guillemets, sur certaines espèces. Le problème, on a cumulation de désordres climatiques. Il y a un réchauffement global qui fait qu'à terre, les terres arables vont diminuer. Vous avez en même temps une augmentation de la population à nourrir, notamment en Afrique. Et vous avez une diminution de la ressource en protéines venant de la mer due à la pêche illégale. Quand vous mettez tout ça en même temps, vous allez vers de l'insécurité alimentaire, en réalité. Et donc, il faut absolument que la ressource en protéines que les pays peuvent tirer de la pêche puisse être suffisamment renouvelée pour pouvoir nourrir comme il faut l'ensemble des populations. Parce que moins de terres arables égale moins de production de protéines, entre guillemets, à terre, et va créer un stress sur la protéine issue de la mer. Et si en plus il y en a moins, vous allez vers de l'insécurité alimentaire. Donc nous, notre effort là-dedans, c'est d'aider nos pays partenaires en Afrique, d'abord en leur expliquant ces phénomènes-là, de façon à ce qu'ils prennent conscience d'un certain nombre d'acteurs qui font de la pêche illicite pour qu'ils puissent combattre cette pêche illicite. On les aide à travailler contre ces trafics illicites en les formant, en les entraînant, en leur donnant le matériel qu'il faut pour qu'ils chassent les pêcheurs illégaux et qu'ils les repoussent de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus autonomes en termes de production de ressources halieutiques. Et que la pêche artisanale, qui est essentielle en Afrique aujourd'hui, survive. Parce que c'est bien ça ce qui fait vivre la population, notamment la population des côtes. La pêche illicite, elle existe beaucoup dans le golfe de Guinée, elle existe aussi beaucoup en océan Indien, où la maîtrise n'est pas vraiment garantie non plus derrière. Alors, vous vous souvenez que c'était ce que les Somaliens disaient, il y a de la piraterie parce qu'on nous pêche tout et qu'on ne peut plus pêcher dans nos eaux. Je ne sais pas si c'est totalement démontré scientifiquement, mais il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. Pour expliciter ce sujet, on voit depuis les années 50 que les grandes nations de pêche vont pêcher de plus en plus loin et que c'est un grand problème, un phénomène important. Concrètement, de manière opérationnelle, comment vous luttez justement sur cette pêche illicite? Est-ce que ça arrive dans nos eaux qu'il y ait des flottilles de pêche qui viennent? Comment vous interpellez des navires? Comment ça se passe concrètement? Ça se passe bien d'abord. Non, mais je vais différencier la zone européenne, où la réglementation européenne est très architecturée, très bien architecturée. Et dans la marine, j'ai ce qu'on appelle des contrôleurs de pêche habilités par l'Union européenne pour aller faire des contrôles dans nos eaux de l'ensemble des bateaux européens en fonction de ce qui est autorisé pour les quotas de pêche et ainsi de suite. Donc, je participe à ce contrôle de la captation de ressources halieutiques au quotidien en zone européenne. Dans nos outre-mer, ma question, c'est aussi de protéger nos ressources, que ce soit en Guyane, que ce soit à La Réunion, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en Polynésie, évidemment. Et je ne peux pas vous la montrer, là, mais j'ai une carte qui est intéressante sur la Polynésie, où on voit la zone économique exclusive de la Polynésie, et puis tout autour, plein de bateaux de pêche, mais qui ne rentrent pas. On a tous les plots. Alors pour nos auditeurs, ça s'appelle les plots VMS, mais qui sont un système qui permet d'identifier automatiquement les pêcheurs, et qu'ils ont l'obligation d'allumer quand ils sont en opération de pêche. Et ça s'arrête à nos eaux. Ça s'arrête à nos eaux parce qu'ils savent que l'on contrôle les pêcheurs qui rentrent dans nos eaux. Il y a ceux qui ont le droit de pêcher et il y a ceux qui n'ont pas le droit de pêcher. Voilà.
Il y a les petits malins qui coupent leur système et qui rentrent quand même. Mais ils savent que ceux-là, quand on va venir, ils auront une amende et ça sera poursuivi derrière. Donc ils savent que du côté français, on contrôle. Et on contrôle parce qu'on a des moyens que l'on met dans nos outre-mer. On a une frégate de surveillance, un patrouilleur de haute mer et un bâtiment logistique. Généralement, chaque outre-mer a un plot qui permet de garantir cette surveillance, couplé à des systèmes radars, de surveillance satellite, et même des fois de choses innovantes. Je vais vous parler d'une petite innovation qu'il y a eu à La Réunion il y a quelques années. Il y avait des chercheurs scientifiques qui étudiaient les albatros. Et le chercheur scientifique, il travaillait pour les terres australes. Voilà. Et il avait constaté que alors les albatros, vous savez qu'ils volent très très longtemps en l'air, même des fois, ça peut être plusieurs années pour les plus jeunes, en l'air, sans jamais se poser. Mais en fait, ils descendent quand il y a quand ils ont besoin de se nourrir. Et le constat de ce scientifique, c'était de dire, en fait, les albatros, dans le Grand Sud, ils descendent quand il y a un bateau de pêche qui est en train de relever ses filets. Et donc, le meilleur capteur pour détecter un bateau de pêche en train de relever ses filets, c'est l'albatros. Et donc, on a fait un deal avec ce chercheur scientifique, parce que lui, il avait mis des balises sur les albatros GPS pour qu'il nous reporte ses positions, de manière à orienter nos patrouilles vers ces pêcheurs qui, à partir du moment où on voyait que ça descendait dans des zones qui n'étaient pas vraiment prévues ou pas autorisées, qui nous permettent d'aller chercher au bon endroit plutôt que d'aller chercher partout où on peut se disperser l'effort. Pour vous montrer qu'en fait, c'était assez intéressant et c'était vraiment un lien très fort entre ce scientifique qui faisait une recherche sur l'albatros et puis finalement l'axe qui nous permettait d'améliorer notre manière de détecter les pêcheurs illicites. On a eu aussi, ça a été à une époque dans le Pacifique, un pays qui venait vraiment très fortement pêcher de manière illégale dans nos eaux. Et il y a eu plein d'actions. Il y a eu d'abord une action maritime de la marine pour dire non, c'est pas bien. Et puis après, il y a eu une action diplomatique vers le pays en question pour leur dire en fait, c'est juste pas autorisé. Et donc, on a traité ça au niveau diplomatique. Et depuis, l'affaire est réglée. Ils ne viennent plus dans nos eaux. Voilà. C'était les Blue Boats à l'époque, comme on les appelait, qui étaient descendus vers nos eaux dans le Pacifique Sud. On a également en Guyane aujourd'hui de la pêche illicite des pays qui bordent la Guyane. Je laisse les géographes trouver les deux pays en question et qui viennent régulièrement pêcher dans nos eaux parce que les eaux guyanaises sont assez poissonneuses et donc très régulièrement on fait des opérations pour capture de filets, on récupère, etc., de prévention, de dissuasion, et puis d'interpellation quand ils sont vraiment dans une situation illicite, pour les repousser et qu'ils restent dans leurs eaux de chaque côté. Voilà, et qu'ils laissent nos pêcheurs guyanais tranquillement pêcher la ressource de ce territoire outre-mer. Voilà. En fait, ce qu'on observe à l'Observatoire Défense et Climat, c'est qu'il y a quand même une accumulation des crises en raison du changement climatique qui va venir à poser des pressions sur beaucoup de facteurs environnementaux et créer de multiples missions ou engagements des armées. Qu'est-ce que ça veut dire, cette accumulation des crises pour la marine? Comment est-ce que ça se matérialise? Alors, ce qui est vrai, c'est que alors vous l'observez, je ne vais pas faire de l'analyse des crises du moment, mais il y a quand même des crises un peu partout dans le monde, que ce soit en mer Rouge dans le domaine maritime, où il faut mettre en place une mission pour protéger le trafic commercial aujourd'hui dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui est une conséquence de la crise au Proche et Moyen-Orient, que ce soit la crise du grain en mer Noire, dont on a beaucoup entendu parler au début de la crise de la guerre en Ukraine. Ça, j'allais dire, c'est des crises de flux maritimes, mais dans lesquelles on est pleinement investi aujourd'hui, nous, Marine nationale. Vous avez les autres conflits un peu partout dans le monde. Et puis, vous avez, en surimpression, les crises climatiques qui viennent rajouter du chaos là où il n'y avait pas forcément besoin d'en rajouter. Voilà. Alors, le chef d'état-major des armées dit que la crise climatique, c'est un catalyseur du chaos. C'est-à-dire, quelque part, ça vient rajouter de la friction dans un certain nombre de zones dans le monde où c'était pas forcément utile. Et soit vous avez une compétition pour la ressource halieutique et donc vous allez avoir des bateaux qui vont se battre entre eux, et on sait que ça existe dans certaines zones du monde, et vous allez devoir faire de l'ordre, et donc vous allez devoir, moi, Marine nationale,
faire de l'ordre, comme je peux le faire quand j'ai des pêcheurs illicites dans mes eaux guyanaises. Donc ça va augmenter mon nombre de missions, augmenter mon besoin de surveillance et de protection de nos zones économiques exclusives pour protéger nos pêcheurs dans leur action de pêche, entre guillemets. Mais c'est certain, tous ces désordres accumulés provoquent des crises. Là, j'ai parlé tout à l'heure de la crise de la piraterie au large de la Somalie. Le fait que le modèle somalien n'ait pas permis de développer une pêche, ça a provoqué un petit peu de piraterie. On a réglé le problème de la piraterie, ils ont encore le problème de la pêche derrière. Ça, c'est une certitude. Mais on a bien cette augmentation en fait des problèmes et l'augmentation de mes responsabilités. Je prends un autre exemple. Réchauffement climatique, développement des énergies maritimes renouvelables. Le président a décidé de créer des parcs éoliens en mer, donc qui sont assez éloignés en fait des côtes, sont généralement à plus de 12 nautiques, donc au-delà des eaux territoriales. Pour moi, c'est une nouvelle richesse à protéger. En fait, dès qu'on crée un parc offshore, c'est une zone de trafic, quelque part. C'est autant de Dropbox où les gens peuvent venir poser des trucs et utiliser tout ça, ces infrastructures, comme du trafic ou se cacher à l'intérieur pour faire du trafic. Donc moi, c'est à la fois une richesse qu'il faut que je protège, il ne faut pas qu'on vienne m'embêter dans cette nouvelle zone, et deux, il faut que j'empêche les trafics dans ces zones-là. Toutes les zones offshore dans le monde, c'est dans le golfe de Guinée, c'est vrai un peu partout, provoquent à un moment donné du trafic, que ce soit de la piraterie, que ce soit le bunkering, comme on dit, c'est-à-dire la capacité à... Enfin, les gens qui viennent prendre le pétrole des bateaux qui transitent dans le golfe de Guinée. Voilà. Il y a plein de choses qui arrivent, et donc si c'est pas surveillé, ça se passera pas très bien. Voilà. Donc tout ça, pour moi, ça augmente mon action en fait, et ça augmente mon besoin d'être présent en mer pour surveiller tout ça. À quel point vous liez justement le développement de la piraterie dans le golfe d'Aden, dans le golfe de Guinée, à des facteurs écologiques, à quel point on le sait aujourd'hui, et par ailleurs, comment les marines font pour lutter contre ces phénomènes? Je pense pas qu'il y ait un lien direct entre des facteurs écologiques et la piraterie. Il y a un lien direct entre la pauvreté et la piraterie. Et ça, c'est beaucoup plus clair. Quand vous voyez un porte-container passer le long de vos côtes et que vous savez qu'un porte-container recèle des millions de denrées à bord, ben vous dites tiens, un jour, j'ai pas de quoi manger, bon, voilà. Dans le golfe de Guinée, c'est vraiment des business models. Enfin, la piraterie est une manière de gagner de l'argent, voilà. Et je vais dire, ça a toujours existé. Vous prenez le golfe d'Aden à l'époque d'Henri de Montfred. Le trafic est une manière de gagner de l'argent. Donc que vous preniez un bateau, que vous preniez un otage, que vous preniez de la cargaison, c'est une manière de gagner de l'argent. Vous faites une espèce de prélèvement de taxes de passage. Bon. Maintenant, pour lutter contre ça, les marines se sont organisées, encore une fois, de manière assez différente en fonction des zones dans le monde. Une qui est emblématique, c'était la Somalie, puisqu'il y a eu beaucoup de piraterie il y a 10 ans de cela, maintenant à peu près. Un peu plus en fait, même un peu plus, c'était il y a 15 ans. Et l'Europe, consciente que ça touchait ses intérêts, notamment ses intérêts maritimes, a monté la mission Atalanta, qui est une mission qui est un vrai succès, en réalité. Quand on regarde, entre le début de la piraterie et aujourd'hui, il n'y a plus de pirates, il n'y en a quasiment plus. Et l'Europe a travaillé sur plein d'axes. Il y a eu un axe purement maritime, lutter contre les pirates, les camps de pirates, protéger les bateaux, les aider à se protéger, éventuellement les récupérer quand ils avaient été pris en otage. Et dans le même temps, l'Europe développait un modèle économique à terre qui permet d'éviter que les gens se posent la question d'aller chercher des bateaux en mer et donc les pirater. Cette mission Atalanta est un succès, puisqu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de pirates. Ça nous a permis de développer un lien très fort avec le shipping. Alors le shipping, je parle de toutes les entreprises qui sont en mer et qui sont les armateurs, avec un centre tout à fait particulier qui s'appelle le MICA Center. Le MICA Center, c'est un organisme qui est à Brest, français, qui fait de l'évaluation de situation au profit de l'ensemble des armateurs et de l'ensemble des bateaux qui sont reliés à notre centre. Alors on a plus de 800 bateaux, 900 bateaux qui sont reliés au MICA Center aujourd'hui. Et quand ils rentrent dans une zone qui est dite sensible,
on leur envoie une évaluation de la situation en disant en ce moment il n'y en a pas, ou en ce moment attention il y a un bateau qui a été piraté, ou en ce moment attention il se passe des choses dangereuses dans Bab el-Mandeb, etc. Donc on a un lien très fort qui s'est créé avec ces entreprises du shipping à partir de Brest. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on donne de l'information maritime de sécurité dans le golfe de Guinée, en océan Indien, en mer Rouge, en Méditerranée, en fait partout dans le monde. Parce qu'on est une marine globale, une marine mondiale, on est capable de faire des alertes de sécurité au profit des armateurs et des bateaux, soit qui sont sous pavillon français, soit qui veulent coopérer avec nous, et eux nous remontent aussi de l'information. Et c'est vraiment de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent dans une zone, ils constatent quelque chose, ils nous appellent, ça nous permet de mettre à jour nos analyses de sécurité et de leur envoyer. Les armateurs sont en lien avec nous, les assureurs sont en lien avec nous, les bateaux sont en lien avec nous, et on fait du temps réel avec l'ensemble de ces gens-là. Et c'est la mission Atalanta qui nous a permis de développer ce lien, qui est extrêmement fort et qui aujourd'hui est absolument essentiel. Voilà. Je rebondis sur justement cette connaissance de l'espace maritime que vous devez avoir en permanence. Je pense qu'on a du mal à réaliser l'étendue des eaux internationales quand on n'y a pas navigué, et donc de savoir ce qui s'y passe, ce qui peut s'y passer. Et peut-être pour raccrocher ça avec le changement climatique, comment anticiper tout, parce que c'est vraiment la connaissance est clé pour la marine, donc j'imagine que la connaissance du futur aussi est importante, et donc comment est-ce que la marine envisage les travaux d'anticipation pour ne pas subir les conflits. Je crois que c'est une expression que vous avez utilisée, ne pas subir les conflits, mais les choisir. Alors je ne sais pas si c'est le bon mot, non, mais en tout cas ne pas subir les conflits. Alors, il y a deux questions. La première question, c'est l'anticipation face au changement climatique. Comment on anticipe ces choses-là? Ce qui est intéressant, c'est de voir que le GIEC travaille à un horizon 2100. Et il donne des perspectives sur un horizon qui, pour le commun des mortels en France, semble tellement lointain qu'on n'y a pas accès intellectuellement. La marine est dans le même état d'esprit. Quand je construis un bateau, je le construis dans une perspective extrêmement longue. On met 10 ans à fabriquer un gros bateau, on va l'utiliser pendant 40 ans, donc c'est déjà 50 ans de vie, et on a mis au moins, on y a réfléchi pendant 10 ans avant, donc on est déjà sur 60 ans. Bon. Donc on a cette perspective-là. Quand je fabrique un port, une infrastructure, je la fabrique pour 100 ans. Je suis en train de renouveler des quais en ce moment à Toulon, des bassins pour mes sous-marins à Toulon, et en fait on prend en compte les éléments du GIEC. L'eau va augmenter, donc il faut augmenter la capacité à contrer une submersion quelque part, ou en tout cas la montée des eaux. Donc on est extrêmement attentif aux grands facteurs structurants pour adapter notre modèle, pour être capable d'opérer dans une perspective 2100. C'est quand même assez compliqué à travailler. On a également l'adaptation de nos bateaux, tout simplement. Entre chaque génération, on gagne à peu près 20% de consommation à chaque fois. On essaye. Et on y arrive. Chaque génération de bateaux, on gagne 20% de consommation en énergie fossile, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors je ne sais pas si on arrivera à zéro, parce que ça, c'est pas la question. Et puis j'ai besoin quand même de vitesse pour les bateaux de combat, donc c'est quand même une réalité. Mais j'ai aussi beaucoup de propulsion nucléaire aujourd'hui. La moitié en tonnage de ma flotte est à propulsion nucléaire. Porte-avions, sous-marins sont tous à propulsion nucléaire. Pas d'énergie fossile de ce côté-là. On sensibilise beaucoup aussi nos marins. Donc, alors c'est tout bête, hein, mais il y a des espèces de compétitions sur les pontons pour savoir quel est le bateau le plus qui respecte le plus l'ensemble des directives environnementales qu'on donne à chacun des bateaux. Et donc, ils ont droit à un petit pavillon pour dire c'est lui le meilleur en ce moment. C'est un peu le meilleur ouvrier de chez McDo. Voilà. Mais donc, non, mais c'est important parce que cette saine émulation, en fait, elle draine beaucoup de sens. Et elle draine beaucoup de manières de faire. Les règles SOLAS de respect de l'environnement, de non-rejet à la mer, elles sont complètement respectées par la Marine nationale. Pour l'Antarctique, il y a des règles environnementales très fortes pour éviter d'importer en Antarctique des populations qui viendraient se mettre sur la coque. Et donc il y a des anti-fouling très particuliers et qui sont extrêmement rigoureux pour vérifier qu'on ne va pas importer avec notre bateau en Antarctique
des choses qu'il ne faut pas emporter parce que l'écosystème là-bas, la biodiversité là-bas est extrêmement fragile. Et si on importe des espèces invasives, en fait, ça sera dévastateur. Et donc, on fait attention véritablement à tout ça. Donc, il y a de la sensibilisation, il y a de l'adaptation structurelle, c'est nos infrastructures, et puis de l'adaptation sur nos bateaux proprement dit, pour voir comment on est le plus efficace possible. Voilà. J'ai encore une question sur l'adaptation. Et peut-être aussi pour souligner, pour revenir sur la pollution maritime, la marine a aussi un rôle dans la gestion des pollutions maritimes. Donc ça, on l'oublie assez souvent, je pense, on n'a pas la conscience de... Alors, vous faites bien de pointer ce point-là. On a une architecture, une organisation qui est très particulière. Nos officiers généraux, nos amiraux, qui sont commandants pour l'Atlantique, commandants pour la Manche, mer du Nord, commandants pour la Méditerranée, sont aussi préfets maritimes. Et donc, ils ont 2 casquettes. Il y en a une, c'est le marin de combat, qui est aux ordres du chef d'état-major des armées et du président pour les opérations. Et sous cette 2e casquette, c'est la même tête, mais sous la 2e casquette, c'est l'action de l'État en mer, et c'est donc la capacité à à coordonner, organiser l'ensemble de l'action de toutes les administrations de l'État en mer, dont la pollution. C'est également vrai pour le contrôle des pêches, dont la pollution. Et la pollution, on a les affaires maritimes qui vont agir, et puis nous, on a des bateaux qui sont spécialisés et qui sont en alerte permanente pour contrer une pollution accidentelle. On en a eu en Méditerranée avec 2 bateaux qui s'étaient rentrés dedans plein bois. On se souvient de la Moco-Cadiz, évidemment. On se souvient d'un certain nombre de désastres en Vendée également. On a des bateaux qui permettent de disperser, qui permettent de récupérer, qui permettent de travailler, enfin de lutter contre la pollution en mer le plus tôt possible, de façon à éviter que ça arrive à terre. Et évidemment, quand ça arrive à terre, il y a une organisation terrestre qui vient se coupler à l'organisation maritime. Donc on agit au quotidien, et on a sur l'ensemble de nos côtes, aujourd'hui on a 58 sémaphores. Donc les sémaphores, en fait, ils observent ce qui se passe en mer. Bien sûr, ils observent, ils regardent la sécurité. Quand il faut sauver quelqu'un, ils aident les CROSS, les centres régionaux de sécurité et de sauvetage, voilà, pour le sauvetage en mer, mais ils observent ce qui se passe. Et donc, ils sont capables de rapporter très rapidement quand il y a un problème. Ce qui nous permet, nous, d'agir extrêmement rapidement. 58 sémaphores sur l'ensemble des côtes, armés quasiment H24 pour la plupart d'entre eux, et qui nous permettent d'anticiper et surtout de réagir très très vite, avec des moyens d'alerte. Et c'est des gros moyens. Hein. On a une véritable expertise qui est reconnue d'ailleurs au plan international sur la lutte anti-pollution. On a développé des équipements très particuliers pour récupérer le pétrole en mer et pour faire en sorte justement que ça n'arrive pas sur nos côtes. Voilà. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, dans une intervention à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, vous déclariez justement qu'une des bascules de l'époque, c'était qu'avant on choisissait nos conflits et que maintenant ils allaient nous être imposés. Quel rôle a la bascule climatique dans cette histoire-là, et qu'est-ce que ça veut dire pour la marine de voir des conflits imposés ? Alors, j'avais repris une expression du chef d'état-major des armées qui disait on passe des guerres choisies aux guerres subies. Les guerres choisies, on a fait face à un certain nombre de crises dans le monde, et alors, on ne choisissait pas, là, en réalité, mais on estimait important que la France agisse. Ça a pu être les armes chimiques en Syrie, ça peut être la crise libyenne, ça peut être un certain nombre de crises un peu partout dans le monde, où la France a décidé d'agir avec la communauté internationale pour faire cesser le désordre à ce moment-là. On choisissait de participer ou pas, ou de lancer une opération ou pas. La piraterie, on aurait très bien pu dire, je m'en inquiète pas, on a choisi, nous, France, de pousser nos partenaires européens à créer une opération pour lutter contre la piraterie. C'était quelque chose de choisi. On ne me l'imposait pas. On estimait que c'était important pour défendre nos intérêts français, évidemment les intérêts européens également, et donc on l'a fait. La crise ukrainienne, on ne la choisit pas, elle nous est imposée. La crise climatique, malheureusement, elle nous est aussi imposée, quelque part. Donc comment je m'adapte ? C'est ça la réalité, c'est comment je fais face à des choses qui sont, entre guillemets, inéluctables. Si on lit bien le rapport du GIEC, si on lit bien le rapport de l'ensemble des scientifiques qui ont travaillé sur ces choses-là, la question de savoir si l'eau va monter, c'est pas une question. L'eau va monter. Voilà. Donc la question de ça va provoquer quoi, ça c'est une vraie question. Et comment je m'y adapte ?
comment je travaille avec mes homologues sur ce sujet-là, ça, c'est une vraie question. Le nombre de cyclones qui passent à La Réunion chaque année, le nombre de cyclones qui est aux Antilles chaque année, ça, c'est des vraies questions. Comment je m'y adapte? Et c'est là-dessus qu'on travaille, sur cette anticipation des crises climatiques, pour s'organiser en avance de phase. Par exemple, aux Antilles, on a un partenariat très fort avec les Néerlandais et les Américains et les Britanniques pour faire face à ce qui a pu nous arriver à Saint-Martin il y a quelques années, où c'était le cyclone Irma, si j'ai bon souvenir, c'était en 2017 ou un truc comme ça. Tout d'un coup, tout est dévasté, et très rapidement, on a réussi à monter une cellule franco-néerlandaise pour apporter une réponse. Et là, la marine, j'apporte la capacité à revenir à un endroit où on ne peut plus revenir. Parce que le port de Saint-Martin, il était bloqué. Parce que tout s'était effondré à l'intérieur. On est arrivé sur place avec des moyens amphibies. On a découpé, rouvert le port pour retrouver une vie normale à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on agit. Tout ça, ça s'anticipe. Il y a des pré-plans, enfin des plans pré-planifiés qui permettent d'agir très rapidement avec les partenaires. Et donc, quand je vous disais au tout début que je discute beaucoup avec mes homologues, depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai rencontré une 60aine de mes homologues. Et je vous disais, dans l'océan Indien et dans le Pacifique, ils sont tous très très sensibles au climat. Je prends l'exemple de mon homologue bangladais. Quand on parle de la montée des eaux au Bangladesh, vous savez que la ligne côtière est quand même très très basse aujourd'hui. Et il dit, 1 mètre d'eau, c'est plusieurs millions de déplacés chez moi. Donc là, vous comprenez rapidement que l'urgence climatique vue de la métropole n'est pas la même que l'urgence climatique vue de mon homologue bangladais qui lui dit si je considère que l'eau va monter, plutôt le niveau de l'eau va monter, en fait il faut que j'anticipe cette vraie question de quelque chose qui est critique pour le pays. Quand je rencontre mon homologue du Tonga il y a 2 ans et qui me dit j'ai vécu en même temps une éruption volcanique, un tsunami, la perte du câble internet qui relie l'île des Tonga, pas dans le même quart d'heure, mais dans les premières heures de ce désastre climatique, je me retrouve tout seul avec un téléphone satellite, et là, je fais comment? Et nous, la question pour nous, qui habitons pas loin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, c'est comment on peut aider rapidement, avoir des systèmes d'alerte qui permettent d'aider rapidement, des équipes qui permettent d'évaluer très rapidement, et aider l'ensemble des pays, de nos partenaires, à faire face ensemble. En fait, ça peut nous arriver aussi dans nos îles, et faire face ensemble à ce genre de désastre. On est beaucoup plus forts ensemble. Donc, il y a beaucoup de travail à l'international là-dessus. Pour comprendre, est-ce que cette notion donc, qui est utilisée par les marins de secours aux populations, qu'on appelle HADR dans le jargon, est-ce que structurellement, est-ce qu'en termes de moyens, est-ce qu'en termes de bateaux, est-ce qu'en termes d'hommes, c'est quelque chose que vous anticipez dans l'avenir qui vont être sur lequel vous allez concentrer plus de moyens? Alors, c'est un domaine dans lequel on investit, et on investit toujours, on renouvelle notamment l'ensemble de notre capacité. Notamment sur nos porte-hélicoptères amphibies, en fait, il y a des petits bateaux à l'intérieur. On rentre un petit bateau à l'intérieur d'un gros bateau, dans un radier, voilà, une espèce de grande piscine dans laquelle on rentre le bateau, qui sont en fait des petits bateaux qui peuvent aller se mettre sur une plage sans se casser, et apporter du matériel. Et donc, quand on fait face à un désastre climatique, la première chose qu'il faut faire, c'est envoyer du monde à terre pour voir ce qui se passe. Alors, on fait souvent un vol de reconnaissance. On a des avions de patrouille maritime pour ça, et de surveillance maritime. Et on les utilise pour évaluer la situation. Souvent, on ne peut pas se poser sur l'aéroport, on ne peut pas rentrer dans le port, et ainsi de suite. Et après, on vient avec des moyens plus lourds. Alors, sur le Tonga, on les a aidés. Sur le Vanuatu, on a aidé, etc. On essaye d'analyser d'abord, de voir ce dont vont avoir besoin les populations ou le pays en question, structurer l'aide qu'on va apporter. Si on peut injecter une première équipe par avion ou par hélicoptère, on le fait. Et après, on arrive avec des moyens plus lourds pour aider structurellement et très efficacement la population. Je prends l'exemple de Irma à Saint-Martin, parce que j'avais été assez proche de cette opération. On avait envoyé du monde assez rapidement, mais les moyens lourds sont arrivés un petit peu plus tard. On a mis 10 jours ou 15 jours à envoyer les moyens lourds. Mais les moyens lourds étaient hyper spécialisés. Ça nous a permis d'emmener des bulldozers, ça nous a permis d'emmener des équipes de plongeurs des mineurs. Les plongeurs des mineurs, ils font pas ça d'habitude, mais ils sont capables de faire ce qu'on appelle les travaux sous-marins.
de découper un câble sous l'eau, de découper une tôle sous l'eau qui entraverait l'arrivée dans le port, etc. Et donc on avait trouvé les meilleures réponses aux problèmes que rencontrait véritablement Saint-Martin à ce moment-là. La marine, c'est un peu une boîte à outils. Je fais plein de métiers différents. Et la question, c'est comment j'adapte le métier à la crise du moment. Voilà. Et ça, c'est un peu chaque crise, sa réponse. Voilà. Donc oui, on continue d'investir. Oui, on a des moyens pour ça, que ce soit des moyens aériens pour surveiller, analyser, que ce soit des moyens maritimes, bateaux pour reprendre derrière, que ce soit la capacité, même au claquement de doigts d'un bateau, il faut évacuer des gens parce que il faut les évacuer d'un îlot, il faut les évacuer d'un pays qui est en difficulté, etc. On les embarque à bord, ce qu'on appelle une évacuation de ressortissants, et on les accueille à bord. On a des lits, on a généralement suffisamment de nourriture pour accueillir un certain nombre de personnes. Et ça, c'est déjà organisé, c'est pré-planifié quelque part. Alors normalement, on ne part pas pour cette mission-là, mais au cas où, on est capable de basculer très rapidement. C'est une des caractéristiques de la marine, c'est la capacité à basculer d'une mission à une autre très très rapidement. Et il faut absolument être dans cet état d'esprit si on veut être capable de répondre très vite aux désastres climatiques et puis à d'autres désastres. J'ai un exemple qui n'est pas un désastre climatique, c'est la crise en Haïti. Il y a un mois, j'avais un porte-hélicoptère qui transitait entre les Antilles et la Guyane. Et puis, il y a eu la crise à Haïti où des ressortissants ont demandé à être évacués. Alors, on a détourné le bateau et on a été évacué des ressortissants français à Haïti au claquement de doigts, sans préavis. Donc, et ça se passe très bien. C'est notre métier. Voilà. Donc le secours aux populations, ça fait partie de l'ADN du marin, parce qu'on doit le secours aux populations, notamment un naufragé en mer. Et on sauve je ne sais pas combien de bateaux tous les ans, des gens qui sont en train de couler, qu'on récupère. Et puis ça va un petit peu plus loin, c'est le désastre climatique quand ça arrive sur une île, c'est l'évacuation de ressortissants, etc. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de bateaux qui étaient plus exposés aux tempêtes, donc potentiellement il fallait préparer des opérations de secours plus régulièrement. Mais les bateaux de la marine, bon, j'imagine qu'ils sont préparés aux tempêtes, mais est-ce qu'il y a des programmes d'adaptation des bâtiments de la marine à des conditions plus difficiles, la température de l'eau qui change, la température de l'air qui change à cause du changement climatique? Alors, ce qui est vrai, c'est que la question de est-ce que je suis capable de travailler en eau très froide ou en eau très chaude, jusqu'à quel niveau de température, c'est des choses qu'on observe et qu'on vérifie, on analyse vraiment de manière très précise. Le fait que la température de la mer augmente est quelque chose que l'on regarde de façon à ce que les bateaux soient capables d'opérer avec une eau à 31 des fois, 32 des fois, dans le golfe arabo-persique, ou dans une eau à 2 degrés dans le Grand Nord. Est-ce que nos moteurs sont capables d'étaler cette différence de température? Parce que c'est l'eau qu'on va récupérer pour refroidir les moteurs, en fait. Refroidir un moteur à 30 degrés ou à 2 degrés, c'est pas du tout la même efficacité en termes énergétiques. Et donc tout ça, on le travaille pour vérifier, pour faire en sorte que nos bateaux soient capables d'opérer en eau chaude, en eau froide. Il y a des bateaux qui sont spécialisés eau froide. Je parlais de mon brise-glace en Antarctique. Donc lui, on l'a plutôt designé pour être capable de tenir dans ces grands froids. Mais pour les autres, oui, on adapte à tout ça. Je ne dis pas qu'on adapte plus particulièrement qu'aujourd'hui pour les grandes tempêtes. On est déjà adapté aux grandes tempêtes. S'adapter aux grandes tempêtes, en fait, c'est surtout les éviter. Donc la question, c'est de savoir manœuvrer par rapport à un ouragan du bon côté et éviter de se retrouver dans des eaux où les bateaux seraient mis en difficulté. Ce qui est vrai, c'est que notre architecture maritime, un bâtiment de combat, est beaucoup plus robuste qu'un bâtiment de commerce, parce qu'il est extrêmement cloisonné, il y a la poutre navire, enfin toutes les membrures sont beaucoup plus renforcées qu'un bâtiment de commerce. Donc naturellement, intrinsèquement, on est plus solide face à une tempête. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que quand on se prend des énormes vagues, et ce qui peut nous arriver, on vérifie que la coque n'est pas fragilisée après. Ça m'est arrivé quand j'étais commandant mon deuxième bateau, c'était un aviso, c'était le commandant Biro. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote marrante pour vos auditeurs, c'est que quand on se passe la suite entre deux commandants, on se donne les trucs importants. Et mon prédécesseur m'avait dit, si tu vois pas la mer entre deux vagues, c'est qu'il faut ralentir. Et alors, comme ça, on comprend pas très bien.
Mais en fait, l'aviso, c'est un bateau qui plante dans la vague, et donc on voit la vague arriver sur la passerelle. Et quand on dit ça, c'est que si on va trop vite, entre deux vagues, il n'y a pas le temps de revoir la mer, on est toujours sous la vague. Et là, il dit, attention, c'est dangereux pour la coque. Et donc, on apprend à naviguer avec l'état de mer. On apprend à naviguer avec les tempêtes. Ce qui est important, pour moi, chef d'état-major de la marine, c'est que mes chefs du quart, mes commandants de bateau, soient prêts à faire face à ça. Et donc, il y a un volet formation, savoir-faire, qui est extrêmement important. Et ça se construit au quotidien, avec l'activité. Et donc, quand il y a une tempête, ça ne veut pas dire qu'on ne sort pas à la mer. Quand il y a une tempête, on fait face, et on fait la mission. Et on fait la mission avec la tempête. Et donc, il faut se débrouiller pour que ça tienne bien. Sur un bateau de la marine, mais c'est vrai sur les bâtiments de commerce aussi, tout est accroché. On appelle ça l'accorage. C'est pour vérifier que un extincteur dans une coursive sur un bateau, il faut qu'il soit accroché, parce qu'avec une tempête, sinon, il va rouler, et s'il roule, il va casser du matériel, etc. Voilà, on fait attention à tout ça. Et donc, c'est de la formation, c'est du savoir-faire, et on n'est pas trop mauvais à ce stade. Et donc, vous expliquez aussi que donc les bâtiments de la marine sont prêts à faire face aux tempêtes. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une modification de certaines routes maritimes, de la navigabilité de certaines routes maritimes. Donc, on parlait de l'Arctique tout à l'heure qui s'ouvre, même s'il il reste des glaces dérivantes. Donc, en général, ça fait pas bon ménage avec des bateaux. Récemment, il y a eu des impacts du changement climatique sur le canal du Panama, sur la capacité du canal du Panama à faire transiter des bateaux. Comment est-ce que vous pensez que le changement maritime va impacter certaines routes commerciales, en créer d'autres, peut-être impacter aussi l'activité globalement des armateurs? Si je regarde aujourd'hui le monde et les flux maritimes aujourd'hui dans le monde, il y a eu 2 gros impacts très récents. Le premier, c'était effectivement cet été Panama, avec une chute de 50% du trafic qui a un peu remonté maintenant, en raison d'une sécheresse dans les lacs de haute montagne qui viennent alimenter en fait les écluses qui permettent aux bateaux de monter dans le canal de Panama, de traverser et puis de redescendre de l'autre côté. Cette absence d'eau des montagnes a fait qu'ils ont limité le trafic pour être sûr de pouvoir le faire passer. Ça interroge, forcément. Est-ce que c'était juste cette année? Est-ce que ça va continuer comme ça? Comment on réorganise l'ensemble du trafic à partir de cette donnée-là? Est-ce qu'il faut créer un autre système? Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est des vraies questions qui sont en train de se poser pour le canal de Panama, avec une perspective à 10 ans qui n'est pas très bonne. On n'imagine pas en fait que ça ne se reproduise pas aujourd'hui. Donc la question, c'est comment on adapte. Il y a une autre crise qui n'est pas climatique, qui est celle des Houthis en mer Rouge, mais qui est intéressante sur le flux maritime, où une milice Houthi attaque des bâtiments de commerce en mer, et en fait le flux maritime s'est détourné. Il passe maintenant par l'Afrique du Sud, pour une bonne partie, 60%. Les flux maritimes ont ceci d'intéressant qu'ils peuvent s'adapter. Parce que quand on parle de différents océans dans le monde, en fait c'est un océan unique et global. On peut aller partout dans le monde, dans tous les océans, à partir de la mer. Sauf qu'il faut passer soit par l'Afrique du Sud, soit par le Cap Horn. C'est pas forcément des zones toujours très friendly pour les marins, notamment le Cap Horn. Et donc, aujourd'hui, les business models se sont créés au plus efficace et au plus rentable. Suez, Panama. C'est des questions qui sont interrogées aujourd'hui, notamment Panama, par le changement climatique. Donc la question et la réponse qui va être apportée par le pays en question, par les industries maritimes, sera assez intéressante à observer. L'industrie maritime sait s'adapter. Ça, c'est ce qu'elle a montré en mer Rouge. Mais au bilan, ça coûte plus cher. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver, à trouver derrière. Mais il y a une réalité sur l'adaptation à la crise climatique. J'ai un autre exemple en tête qui nous touche plus directement, la sécheresse à Mayotte, où finalement la capacité à garder de la ressource, notamment de l'eau, à Mayotte, puisqu'il n'y a pas de nappe profonde, c'est juste de l'eau de pluie qui est stockée et qu'on purifie, a posé un problème. Et donc la marine, nous, on apporte des bouteilles d'eau à Mayotte depuis La Réunion. Avec notre bâtiment de logistique, on embarque des citernes d'eau qu'on amène jusqu'à Mayotte pour ravitailler en eau potable. Et donc ça, c'est des choses qui nous concernent très directement et qui, encore une fois, augmentent mon nombre de missions. Là, il n'y a pas de question. Ces îles qui nous appartiennent dans le canal du Mozambique, en océan Indien, un peu partout,
on en a la responsabilité, on a un devoir de les protéger et les ravitailler le jour où... Voilà. Et d'ailleurs, il y a une des missions qui s'appelle le ravitaillement des îles dans le canal du Mozambique, et c'est la mission prioritaire du bateau. Il part avec un énorme stock, et puis il ravitaille chacun des détachements qui sont sur les différentes îles présentes dans ce canal. Et par rapport aux routes maritimes, ça veut dire que potentiellement le fait que les bateaux vont passer à la fois par le canal de Suez, mais aussi par l'Afrique du Sud, c'est autant d'endroits à surveiller avec les satellites, avec les avions et avec les bateaux. Okay. Et là, aujourd'hui, la route par l'Afrique du Sud, qui était une route assez peu empruntée, forcément, elle explose. Et quand vous prenez une grande carte du monde entre Malacca et l'Afrique du Sud, vous avez une île qui s'appelle La Réunion, qui passe vraiment pas loin de cette route. Et du coup, La Réunion, potentiellement, va devenir un hub, au moins de réparation ou de ravitaillement, pour un certain nombre de bateaux de commerce. Ce n'était pas forcément intellectuellement prévu quand on réfléchissait à cette question-là à La Réunion. Donc si ça continue, si ça dure, structurellement, ça va modifier un peu nos habitudes dans la zone. Et oui, avant, on faisait face plus à des pêcheurs illicites dans cette zone-là, où on réussit à contenir sans trop de problèmes. Maintenant, on a du flux maritime, donc comment on surveille le flux maritime? Et si demain, on a un accident entre deux bateaux, parce qu'il y a du flux maritime, il faudra aussi faire du secours en mer. En métropole, j'ai des remorqueurs partout, il y a des remorqueurs aussi à La Réunion, mais qui sont d'alerte. Vous connaissez les abeilles, l'abeille Flandre, l'abeille Liberté, l'abeille Bourbon, etc. Ce sont des bateaux qui sont sur alerte pour aller secourir s'il y a un accident, notamment au large d'Ouessant, pour aller éviter qu'un bateau se retrouve drossé à la côte et vienne s'écraser sur nos côtes. Donc on a des systèmes d'alerte qui nous permettent de réagir très vite et d'aller secourir et éviter la catastrophe. En fait, on travaille beaucoup sur comment j'évite la catastrophe. Tout le retour d'expérience de la Moco Cadiz, c'est de dire il faut que j'ai des bateaux qui soient prêts à aller remorquer un bateau qui serait en avarie électrique totale ou en avarie de propulsion pour éviter qu'il aille se cracher sur les rochers. Voilà. Dès que vous avez une ligne maritime très forte, c'est le cas en Manche-Mer du Nord et au large de l'île de Saint, on a une organisation extrêmement robuste qui a été mise en place sous les ordres du préfet maritime. La Réunion, si ça dure un peu, on aura un peu la même question. Voilà. Dernière question, vous l'avez dit tout au long de l'entretien, la relation partenariale, c'est un pilier très fort de la marine aujourd'hui, avec la multiplication des crises. Dès votre prise de fonction, vous avez rencontré un grand nombre d'amiraux à travers le monde. Qu'est-ce qu'ils vous disent? À quel point sont-ils préoccupés par le changement climatique? Alors c'est très variable dans le monde, mais ce qui est certain, c'est que ils ont une perception de l'urgence qui est beaucoup plus acérée, j'allais dire, que sur le continent européen. Je vous ai parlé de mon homologue bangladais tout à l'heure. Pour lui, c'est sa priorité numéro 1. C'est comment je réfléchis, comment je fais face à l'accélération du changement climatique aujourd'hui. Quand on prend les îles du Pacifique Sud, je vous parlais de mon homologue tongien tout à l'heure. Lors de ce tsunami en 2022, si j'ai bonne mémoire, en fait, il a fallu évacuer une île complètement de sa population parce qu'elle était en submersion. Là, il faut des amis, hein. Quand on perd tout du jour au lendemain, qui vous appelez? Vous appelez vos partenaires. Mais ces partenaires, si vous n'avez pas travaillé avec eux avant, ils ne viendront pas comme ça. Ça ne se règle pas comme ça. Donc on travaille avec eux. On travaille avec eux au quotidien. On fait des exercices avec eux pour voir comment on peut trouver la meilleure réponse ensemble à un désastre climatique. Donc dans nos outre-mer, quasiment chaque année, on fait des exercices pour faire venir les partenaires, pour leur expliquer comment on travaille, comment eux peuvent nous aider, comment nous on peut les aider, de façon à trouver la meilleure solution pour le jour où. Et des fois on n'a pas le temps de faire l'exercice, c'est déjà le jour où. Donc il faut y aller et il faut aider. Et on apprend beaucoup de l'ensemble de ces opérations. Ça a été le Vanuatu, ça a été les Tonga, ça a été, j'avais dit Saint-Martin, ça a été Madagascar, ça a été plein d'endroits en fait, un peu partout. Où on aide, ça a été Maurice. Vous vous souvenez peut-être à Maurice de ce pétrolier qui s'était échoué sur la barrière des corails et qui avait pollué une partie des plages. Dieu sait que les plages sont belles à Maurice. Et on avait aidé en fait Maurice avec des moyens, parce que justement à La Réunion, on a des moyens anti-pollution et on avait été capable de projeter à La Réunion notre expertise qui vient de Brest, de manière à aider Maurice à traiter cette pollution et à faire en sorte de limiter la casse quelque part une fois que c'est arrivé. Notre stratégie, c'est de faire de la prévention, c'est d'éviter que ça arrive
pour ça, on va remorquer au large plutôt que d'attendre que ça se crache sur nos côtes. Donc nos partenaires, il faut travailler avec eux. On a la relation bilatérale, et puis on a les relations au travers des grands symposiums, des grands forums internationaux. Donc la France est partenaire de 3 grands forums internationaux. On a l'Indian Ocean Navy Symposium. Tous les chefs d'état-major de toutes les marines de l'océan Indien se retrouvent une fois tous les 2 ans pour parler d'un peu tout, mais il y a toujours un point climat. Et d'ailleurs, vous étiez venu à la réunion quand on avait invité l'ensemble de nos homologues à l'époque, là-bas, 2021, si j'ai bonne mémoire. Je reviens du Western Pacific Navy Symposium, le même schéma, le même concept qui avait lieu en Chine, où là aussi, on a encore parlé des désastres climatiques, comment on peut aider, et ainsi de suite. Il y a le séminaire du Golfe de Guinée, le séminaire de l'ensemble des chefs d'état-major du Golfe de Guinée, qui se réunit également, quasiment tous les ans, celui-là, où on parle, alors là, pêche illicite, climat, de piraterie, enfin de toutes ces choses-là, de manière à trouver les meilleures pratiques, prendre pour chacun le meilleur retour d'expérience et voir quelle est la meilleure organisation et comment on peut s'entraider les uns les autres. Il y a un vrai esprit de communauté dans ces choses-là. Quand j'ai passé la suite, on était donc secrétaire général de l'Indian Ocean Navy Symposium, je l'ai passé à mon homologue thaïlandais. Il était extrêmement heureux qu'on puisse avoir une relation très proche sur l'ensemble de ces sujets-là. Et lui, il va continuer dans la même perspective. On avait parlé réchauffement climatique, on avait parlé d'un certain nombre de choses à La Réunion, et lui, à Bangkok, il a continué dans cette même veine-là. Pour eux, c'est extrêmement important, extrêmement vital, en fait, pour la plupart. Et c'est vrai que, en revenant du Western Pacific Navy Symposium, je suis passé à Manille, aux Philippines. Il faisait 52 degrés. El Niño. 52 degrés, toutes les écoles fermées. Toutes les écoles fermées. Quand vous passez là et que vous... je rencontre mon homologue de la Navy et je rencontre mon homologue des Coast Guard. Et il me dit, ben voilà, tous les enfants, école fermée, il fait trop chaud, on peut pas les mettre dehors. On n'a pas la même perception en Europe. On est dans un climat malgré tout tempéré, même si on subit quelques scories du désastre du changement climatique, mais eux, ils sont dans le problème, dans la crise. Et c'est quelque chose de tout de suite. Donc, il faut les écouter, d'abord, c'est la première chose. Il faut les écouter parce qu'ils vivent quelque chose de compliqué, de dramatique aussi. Et donc, il faut voir comment on peut aider. Et puis nous, de ce qu'on peut observer, c'est comment on peut sensibiliser après. Alors moi, évidemment, à mon niveau, c'est la marine, c'est les marins. Et on s'y emploie au quotidien pour qu'ils aient cette pleine conscience de ce qui est en train de se passer et de comment on peut réagir et comment on peut anticiper un certain nombre de choses. Alors, agir tout de suite pour les aider, et puis agir dans le temps long sur comment j'adapte mes bateaux, comment j'adapte mes ports, comment j'adapte l'ensemble de mon organisation pour être capable d'opérer dans un moment où le changement climatique, c'est pas une question, c'est juste, c'est en train de se passer, donc maintenant, faut s'adapter. Il faut bouger. Voilà. Amiral Nicolas Bourjour, un grand merci de nous avoir reçus ici dans vos bureaux à Ballard. Je vous en prie, merci beaucoup, et puis merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour en savoir plus sur le Green Letter Club, le podcast qui décortique les grands enjeux écologiques, je vous laisse découvrir leur chaîne YouTube. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. À bientôt. Allez plus loin sur www.défenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.